Bon, je vous propose qu'on démarre, on va dire, la conférence. Merci d'être là parmi nous ce soir. Je pense notamment aux étudiants qui viennent de rendre leur projet, notamment en master, mais je pense qu'en licence, il y a aussi des rendus en ce moment. Donc voilà, je salue votre courage, mais je pense que vous allez avoir aussi l'occasion de découvrir des choses intéressantes. Donc en fait, nous avons donc le domaine architecture et complexité, et en particulier l'atelier densité complexe de Master 1, choisi d'inviter Adrien Ravon pour nous assister dans la séance de jury de l'atelier de projet urbain de Master 1, donc qui s'est déroulé en partie cet après-midi et qui se poursuivra demain matin. Et nous avons profité donc de sa venue, puisque Adrien vient de Delft, et voilà, donc ça fait un petit bout de chemin jusqu'à Strasbourg, pour l'inviter à nous présenter certains travaux qu'il mène au sein de The Y Factory, qui est un département de recherche et d'enseignement de la Technique Université de Delft et donc de la faculté d'architecture, où nous avons eu la chance d'être accueillis en 2012 suite à une invitation de Winnie Maas faite au domaine architecture et complexité pour un workshop intitulé Copy-Paste, The Origins of the Spaces, un workshop qui a duré une semaine et qui donc s'est adressé à une vingtaine d'étudiants de l'ENSAS, donc des étudiants de Master 2, qui ont pu découvrir à cette occasion un outil que certains d'entre vous connaissent un peu mieux maintenant, donc l'outil paramétrique, donc qui associe le logiciel Grasshopper au logiciel Rhinoceros. Donc nous sommes allés là-bas découvrir ces nouveaux outils, mais au-delà des outils, évidemment, toute une démarche de recherche, de pratique du projet, de l'enseignement. Et nous sommes revenus enrichis de cette expérience. Je pense les étudiants, bon, ils sont plus trop là pour en parler, mais en tout cas les enseignants, c'est clair. Et nous avons donc peu de temps après proposé, Sandro Varano et moi-même, donc à l'école d'architecture, d'intégrer un nouvel atelier de projet urbain en Master 1, en complément de l'atelier AC de Master 2, pour pouvoir permettre aux étudiants de s'initier à ces nouveaux outils plus tôt et plus en amont, on va dire, que dans la dernière année, juste avant le diplôme, qui est une année déjà très très lourde. Et donc, voilà, donc c'est un peu dans ce contexte-là que nous avons invité Adrien, qui va donc intervenir pour vous présenter ces différents projets. Et je vais laisser la parole à Sandro Varano pour présenter le parcours d'Adrien. Voilà. Donc, Adrien Ravon est architecte, diplômé à l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Il est donc enseignant à l'Université technologique de Delft et chercheur à la Y Factory, donc qui est installée à la TU Delft et qui est dirigée par Winnie Maas, donc de l'agence MVRDV. Donc, dans son parcours, il a questionné la conception, la programmation, en abordant des thèmes comme l'interactivité, la générativité, le multimédia, les jeux interactifs. Donc, c'est dans une approche à la fois théorique et technique qu'il a pu développer des outils, des méthodes aussi pour le projet. Donc, il a pu mener des expérimentations en utilisant donc les outils, les méthodes pour l'architecture et l'urbanisme. Voilà, donc au sein de la Y Factory, donc il y travaille depuis 4 ans. Il réfléchit à la ville du futur. Donc c'est une thématique très forte du laboratoire de recherche, qui a fait l'objet de nombreuses publications d'ailleurs. Donc les futures Cities Series. Donc il met en place des scénarios. Il crée des modèles qui vont donc représenter la ville de demain. Et c'est en ce sens que ces approches, ces expérimentations rejoignent donc les questions de l'atelier densité complexe, qui se propose aussi d'étudier donc la densité urbaine en utilisant des outils paramétriques pour explorer des formes, pour évaluer des formes à l'échelle de l'îlot, du quartier, de la ville. Voilà, donc Adrien va donc nous présenter ce soir, sur la base des travaux, des projets auxquels il a pu participer,
et qu'il a pu diriger aussi. Il va donc nous présenter ses outils pédagogiques et ses méthodologies pour l'enseignement et la conception du projet. Voilà, donc je donne la parole à Adrien. Si tu voulais rajouter. Non, c'est parfait. Je crois qu'on a envie d'en savoir plus. Très bien. Merci. Voilà, une bonne conférence à tous. Et donc on se retrouve après pour un petit débat ou un échange. Ah oui. Ouais, mais pas complètement. Mais Alors, vous m'entendez correctement? Très bien. Donc voilà, je voulais remercier Sandro et Emmanuel pour cette introduction et aussi l'atelier densité complexe pour m'avoir invité. Je suis très content d'être là à l'ENSAS et de pouvoir m'exprimer en français. Ça fait du bien. Donc voilà, et donc je suis ravi aussi de pouvoir partager avec vous ce qu'on fait à la WiFactory. Et de voir aussi, d'après ce que j'ai vu cet après-midi dans le studio, de voir quelles étaient les relations entre ce que vous faisiez dans l'atelier et ce qu'on fait à la WiFactory. Donc, dans cette conférence, je voudrais vous parler d'abord de la WiFactory, vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est la 4e année que je travaille en tant qu'enseignant et chercheur. Donc, et je voudrais parler un petit peu de pédagogie, de recherche, de design et d'outils. Et donc, je voudrais faire ça en vous présentant des travaux d'étudiants, et puis aussi des recherches qu'on a continuées, et ce à travers 3 projets. Il y a le projet Porosity, Transformer et EgoCity. Alors, la WiFactory, c'est d'abord donc un lieu, c'est un département donc de la TU Delft, c'est un groupe de chercheurs et d'enseignants, et puis aussi c'est un professeur, Winnie Maas. Voilà. Ce département est né d'une combination en fait entre MVRDV et la TU Delft. Et donc dans ce laboratoire, on est en charge des masters et chaque semestre on a 2 studios de master et aussi un studio de diplôme qui dure toute l'année. Alors une chose intéressante de la TU Delft et aussi de la WiFactory, c'est qu'on accueille chaque semestre, c'est le côté très international. Chaque semestre, on accueille plein d'étudiants qui viennent d'un peu partout. Donc, du coup, il y a un côté assez sympa et avec tous ces accents différents et puis avec ces étudiants qui viennent d'un peu partout et avec des approches très différentes du projet. Donc, c'est un think tank où on fabrique notre agenda, c'est de fabriquer les villes du futur. Et ce, en combinant la recherche et l'éducation dans une seule et même plateforme. Donc en fait, on ne dissocie pas tellement recherche et éducation, mais ça constitue un tout. Alors on développe des scénarios en explorant et en questionnant toute une série de thèmes. Donc ces thèmes, on les explore comme à travers des studios de master, à travers des projets de diplôme, à travers des workshops, à travers des recherches aussi. Et tous ces thèmes en fait sont en lien aussi direct avec l'intégration des outils numériques dans les processus de projet. Et donc comme par exemple ici Porosity, dont je vais vous parler, Transformer, dont je vais vous parler aussi, ou encore Anarcity, Vertical Village, Biodiversity, Food City, 4-Minute City et Copy-Paste. Alors, la finalité en fait de cette exploration, c'est de pouvoir proposer tous ces thèmes au public et de pouvoir générer des discussions et des débats. Alors ça, on le fait à travers des événements, mais on le fait surtout à travers une série de publications qui s'appelle The Future Cities Series. Donc voilà, on est en train de constituer cette collection d'ouvrages avec tous ces thèmes. Alors voilà où on en est. C'est un processus qui prend du temps parce qu'en fait, en général, on explore un thème pendant 3 semestres avec les étudiants et ensuite on continue la recherche, on pousse la recherche. Donc ça prend un peu de temps. Donc nos recherches se basent sur une méthodologie en fait qu'on a définie et qui est assez claire et qu'on essaie de préciser à chaque fois, à chaque studio ou à chaque recherche, et qui s'articule autour de différents points clés. Le premier point clé,
c'est cette idée de what if, où en fait c'est cette idée de cette approche qui peut paraître un peu naïve, mais qui est en même temps très libératrice, où on se dit qu'est-ce qui se passerait si. Et donc on développe des visions en se basant sur ces scénarios. Alors, sur le développement de ces visions, on développe aussi des modèles où, en fait, de manière abstraite, on essaie de voir les mises en relation de différentes typologies et de quantités dans une ville sans contexte. Donc voilà, on se concentre sur ce côté abstrait de la ville, pour pouvoir ensuite tester ces modèles abstraits, et leurs implications sur des sites réels, comme par exemple ici, Barcelone. Alors, toute cette méthodologie, elle est supportée par un séminaire qui s'appelle Future Models. C'est un séminaire qui est en lien direct avec le projet, et en fait, c'est un séminaire où on explore toute l'intégration des outils numériques et des nouvelles technologies dans le projet. Alors, ces outils, c'est des outils de modélisation, c'est des outils d'animation, c'est des logiciels paramétriques ou de programmation comme Arduino, par exemple, Processing, Rhinoceros, Pure Data, Grasshopper et Blender. Alors, ces outils, on les connecte aussi avec ces controllers, comme par exemple, ou avec ces capteurs, comme par exemple la Kinect, ou encore on travaille avec Arduino assez souvent, ou avec les iPhones, comment on peut connecter tous ces contrôleurs et ces capteurs avec ces outils. Et alors souvent aussi, on n'est pas seulement à travailler avec ces outils, mais souvent on travaille avec notre caisse à outils et avec le marteau. Et alors, en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que ça m'amène à vous présenter un autre projet qui est Porosity, et qui fait le lien entre cette approche analogue et cette approche avec des outils analogues et cette approche avec des outils digitales. Où en fait, donc Porosity, c'est un projet qui coïncide avec mon arrivée à la WiFactory, où en fait, quand je suis arrivé, on était en train de recevoir 1 million de blocs de Lego. On était sponsor par Lego. Et alors, on a voulu travailler la question de porosité, en fait, avec ces blocs de Lego, en émettant cette hypothèse que porous is more. Et donc, on a voulu essayer de voir comment on pouvait travailler la porosité, et comment on pouvait voir si la porosité pouvait amener plus de lumière, par exemple, plus de vues, plus de circulation, plus de mixité et plus de diversité dans les programmes, plus de balcons, par exemple, plus d'espace public, plus de vide, plus de topographie, plus de toits et de passages couverts, plus d'air et de ventilation. Et on a voulu en fait explorer cette idée de porosité en s'attaquant à une typologie singulière, qui est celle de la tour ou du gratte-ciel. Et alors, on s'est posé la question, en partant du constat que nos tours étaient fermées, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait ouvrir nos gratte-ciel grâce à ces blocs de Lego. Donc, on a fait comme ça, et on a vu, en fait, alors les étudiants ont commencé à explorer différentes façons d'ouvrir cette tour de manière systématique. Donc, ils ont fait des lignes avec plein de tours où à chaque étape, ils ouvraient en fait cette tour. Et alors, ce qui a été intéressant avec cet exercice, c'est de voir comment les étudiants définissaient en fait des règles du jeu et travaillaient de manière très systématique. C'est-à-dire qu'ils prenaient le bloc de Lego et à chaque étage, de le décaler de 1 ou 2 crans, par exemple. Donc, ils ont exploré différentes familles. Par exemple, ici, les bulles, ou comment ouvrir la tour par le haut, ou avant on a vu cette idée de le ventre de la tour qui grossit. Et donc ça a été le résultat d'un premier exercice, cette grille de tours, cette grille de transformation, où on avait des différentes familles de transformation. Donc, comme par ici, on retrouve cette idée de ventre de la tour.
Et alors à partir de cet exercice, en fait, on a pu analyser des paramètres, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en inclinant la tour, on pouvait obtenir des typologies, on pouvait identifier ça de manière assez claire, comme par exemple en inclinant plus ou moins la tour, on avait des balcons qui étaient privés si le degré d'inclinaison était assez faible, et si l'inclinaison était comme ça, on arrivait à avoir en fait des terrasses qui devenaient plus publiques. Et donc, on a voulu en fait traduire ces paramètres dans ce logiciel en utilisant le logiciel Grasshopper et toute cette analyse qu'on avait développée et de voir comment on pouvait automatiser ça. Alors, si Grasshopper, je crois que vous savez ce que c'est ce plugin pour Rhinoceros, pour le logiciel de modélisation 3D Rhinoceros. Et qui permet en fait de connecter des petits morceaux de code, qui est basé sur cette idée de visual programming, de programmation visuelle, où on arrive à connecter ces morceaux de code pour composer des algorithmes. Et donc on s'est basé sur ces paramètres qu'on avait observés pendant le premier exercice, et je vais vous montrer un exemple de génération de projet pour vous expliquer cette idée. Donc on a tous les étudiants ont commencé avec la définition avec la même enveloppe, qui était 50 mètres par 50 mètres par 240 mètres. Et alors les deux étudiants qui ont travaillé sur cette tour ont décidé de partitionner en fait cette enveloppe en différents voisinages, en différentes poches de voisinage. Donc ici 12 poches. Et ensuite en réduisant la hauteur de ces plateaux, avec un souci de faire rentrer la lumière, ils ont pris ces plateaux et en attribuant des points de contrôle à chaque plateau pour pouvoir déformer et changer l'inclinaison de ces plateaux, ils ont pu générer différentes typologies de topographie sur cette tour. Et alors ils l'ont fait toujours en se basant sur l'idée de lumière, ils l'ont fait avec cette idée de gradient, où en fait, en se rendant compte qu'on avait plus besoin de lumière en bas de la tour, et donc que la topographie devait être plus importante en bas de la tour et plus plate en haut. Donc cette idée de partir des Alpes vers la Hollande. Alors ensuite, ils ont extrudé ces plateaux pour essayer de chercher des points de connexion pour pouvoir proposer des potentiels de circulation pour qu'on puisse circuler entre ces plateaux de manière verticale. Et ensuite, de le traduire en Lego, de traduire ce modèle digital en Lego. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est cette idée d'aller-retour où on a commencé avec les blocs de Lego de manière analogique à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, de le traduire ensuite dans un modèle digital et paramétrique, et ensuite de venir vérifier à plus grande échelle cette idée de tour et de voir en fait d'autres éléments, de pouvoir tester tout simplement est-ce que la tour tient, et de voir aussi, de pouvoir observer par exemple, ici vous voyez, on voit en fait où est-ce que ça travaille et où est-ce que les blocs de Lego ont tendance à se détacher. Donc voilà un autre exemple qui était les escaliers qu'on voit ici. Et donc il y a eu toute une série, une autre version de cette idée de topographie, où ici en train de générer des ouvertures ou des sortes de grottes, avec différentes vues. Ici, l'idée de travailler sur ces terrasses publiques, ou en changeant le grain sur des espaces plus privés. Cette idée d'ouverture, cette idée d'orientation, ou encore de pouvoir creuser la façade et de creuser l'intérieur de la tour. Et donc, on a obtenu ce champ de tour ouverte et poreuse. Et quelque part, cette image, elle traduit assez bien à chaque fois ce qu'on essaie de faire dans nos studios, c'est-à-dire qu'on essaie de rendre nos designs comparables, à la fois quantifiables et comparables, et aussi d'avoir cette production collective. Alors, il y a eu d'autres studios sur ce sujet, sur cette idée de porosity. Et alors, en parallèle de ces studios, avec mes collègues, on a voulu essayer de mettre toute cette analyse en fait dans un seul outil qui s'appelle le Porosity Maker.
Alors, le but du Porosity Maker, c'est un projet qu'on est en train de développer. Ça serait de pouvoir générer une infinité de designs. En fait, on a pris tous ces designs, essayé de voir comment ils étaient générés et comment on pourrait générer 1 million de designs. L'idée, ça serait de pouvoir évaluer aussi, en termes de bénéfices et de qualité spatiale, ces designs, de voir les terrasses, de voir l'ensoleillement, de voir les vues, les expositions. Et d'un autre côté, de pouvoir estimer les coûts de ce design à travers une analyse structurelle. Donc ça a été aussi développé dans un autre studio. Et alors, ce qu'on a commencé à faire, c'est de développer cet outil, ce petit plugin qui s'appelle le Voxel Tool. Et le Voxel Tool, en fait, ça nous permet de voxeliser n'importe quelle géométrie. Alors, un voxel, c'est quoi? C'est comme un pixel, c'est comme un pixel, mais en 3D, en fait. Donc, pourquoi on a utilisé ce voxel? D'abord, ça nous a permis de faire le lien avec ces blocs de Lego, et ensuite, ça a été notre unité de mesure pour pouvoir comparer tous ces designs. Donc voilà l'idée de développer cet outil, qui serait donc un logiciel où on pourrait choisir différentes familles de transformations, comme par exemple Shift, Punch, Fold, etc. Et ensuite de pouvoir manipuler ces paramètres qui sont préétablis et de voir comment on peut ouvrir la tour au fur et à mesure. En ayant en même temps cette évaluation des bénéfices et des coûts pour pouvoir obtenir un score en fait. Et donc l'idée c'est d'avoir cet outil pour pouvoir générer des discussions et de voir comment on peut travailler avec le pixel pour cette idée de design. Donc ça m'amène à un autre projet qui est assez différent, mais qui caractérise, qui est Transformer, et qui caractérise d'une autre façon en fait ce qu'on fait à la Wave-Factory, cette méthodologie de la Wave-Factory. Donc Transformer, le scénario, le what if, quelque part, c'est, on se dit, habiter dans un environnement qui change et qui s'adapte constamment. Et on se dit, qu'est-ce qui se passerait si demain on avait ce matériau qui serait basé sur le principe de microparticules et qui pourrait changer de taille, qui pourrait s'adapter, qui pourrait changer de géométrie et qui pourrait éventuellement devenir plat pour créer des surfaces, qui pourrait s'organiser pour créer différents patterns, qui pourrait se connecter, qui pourrait se déconnecter comme ici, qui pourrait changer de température, changer de luminosité, qui pourrait former des solides, comme par exemple cette idée de tube, donc qui pourrait aussi changer de propriété, devenir rigide, ou encore de devenir souple pour créer ces vagues et pour créer du mouvement. Alors, c'est pas complètement détaché de la réalité, cette idée de transformer un matériau. C'est un scénario qui s'est basé aussi sur des recherches qui sont en cours, comme ici des recherches qui sont en cours dans des départements de robotique, de nouveaux matériaux, de nanotechnologie. Donc, comme par exemple ici à Carnegie Mellon, ou encore ici au MIT avec ce projet de recherche qui est le Programmable Sand. Et alors, en tant qu'architecte, ce qu'on s'est dit, si on avait ce matériau qui pourrait s'adapter, qui pourrait se transformer, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire nos espaces? Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, si je ne suis pas chez moi, à Rotterdam, est-ce que mon appartement ne pourrait pas se réduire au minimum d'espace possible, et donc mes voisins et puis l'espace public qui est autour pourraient utiliser cet espace? Donc c'est l'hypothèse qu'on a voulu développer. Pour faire ça, on s'est dit combien d'espace on utilise vraiment, et donc on a voulu essayer de voir et de mesurer notre utilisation de l'espace. Et d'autre part, on s'est dit aussi, si on avait ce matériau composé de microparticules qui pouvaient s'adapter de manière assez précise, est-ce qu'on pourrait être plus ergonomique? Est-ce que nos designs pourraient être plus ergonomiques et plus précis? Et alors, à partir de cette hypothèse, on a voulu développer cette idée de vision, où en fait on se dit, qu'est-ce qui se passerait si demain on recevrait ce Transformer Material? Et si on se réveillait demain dans cet environnement qui s'adapte? Alors,
on pourrait respirer. Il y a le matériau qui pourrait respirer avec nous en fonction de notre respiration, des battements de nos cœurs. Ensuite, de pouvoir agrandir son espace. Le matériau pourrait aussi nous aider à se lever. Donc là, on pourrait commencer à découvrir notre espace, avec cette idée en fait que ce matériau pourrait garder en mémoire notre trace, de pouvoir regarder en l'air, de fixer un point pour agrandir notre espace. Ensuite, notre héros, simplement avec un geste avec ses bras, pourrait, s'il a envie de voir ce qu'il y a dehors, ouvrir une fenêtre. Ici, par exemple, s'il y a mon petit cousin qui vient avec son chien, et on décide en fait de se retrouver dans ce même espace. Cette idée d'ergonomie, ou par exemple, si je veux mon lavabo avec cette idée de veine qui pourrait s'adapter, qui pourrait distribuer l'eau, et cette idée d'ergonomie avec mon petit cousin, ou encore cette idée de pouvoir se jeter aveuglement dans ce matériau, et de faire totale confiance à ce matériau pour pouvoir découvrir cette piscine avec la lumière qui s'ouvre tout à coup, et d'être dans cette cave. Alors par exemple, ça pose aussi la question de savoir qu'est-ce qui bouge. Est-ce que c'est moi qui bouge? Est-ce que c'est l'eau qui bouge? Est-ce que c'est le matériau qui bouge? Etc. Donc on est actuellement en train de développer cette vision à travers la modélisation de cette animation. Et c'est là en fait où ça devient intéressant, c'est quand on commence à travailler avec les outils numériques qui nous permettent d'être plus précis sur les mouvements du corps, parce qu'on anime le corps humain, et donc on voit quels sont ses comportements et comment le matériau peut s'adapter aux mouvements du corps humain. Ça nous permet aussi de voir les potentiels et les limites, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire dans cet environnement, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et d'être plus précis, encore une fois, de travailler sur cette idée aussi de masse, de modéliser des masses avec des éléments de physique, et de travailler en 4 dimensions avec ces idées de vitesse. Donc voilà, cette idée aussi de pouvoir se jeter et de faire cette relation en fait qu'on a avec notre environnement, où en fait on pourrait se jeter en faisant vraiment confiance à notre environnement, parce qu'on sait que cet environnement va nous rattraper, va s'adapter selon des paramètres de confort, de sécurité, et selon nos désirs. Et alors, c'est cette question, c'est ici que ça nous fascine, c'est qu'est-ce qui se passe si on pouvait en fait, donc si on a la possibilité d'avoir un espace sans limite, si on peut agrandir notre espace comme bon nous semble, et bien qu'est-ce qui se passe quand mon voisin arrive en fait? Et alors, c'est là qu'on aborde toutes ces questions de conflit et de négociation, où en fait notre espace devient informé et déformé par les mouvements et par celui de nos voisins. Et donc c'est ça qu'on veut essayer de comprendre à travers cette animation, et en dézoomant en fait à une plus large échelle. C'est cette idée en fait de négociation constante et de déformation constante, où en fait notre hypothèse c'est que à la fois on peut être plus libre, plus ergonomique, et à la fois on pourrait être plus dense. Et donc que en fait toute l'émergence de cette ville, où là ça reste à l'échelle du village, pourrait être basée sur des comportements individuels et sans aucune régulation et sans aucun gouvernement. Alors, on a voulu aller plus loin dans notre compréhension de ce transformer environment, et on a voulu donc développer des nouveaux outils de mesure pour pouvoir mesurer de manière plus précise. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir mesurer ça? On a ouvert le Neufat, et on a regardé le Neufat, ce qu'on fait dans les agences d'architecture. On a vu comment ils définissaient les proportions. Et quand on a vu en fait ces planches-là, on s'est dit mais c'est vraiment Transformer. Ça nous a vraiment fait penser à ce qu'on faisait avec l'animation. Et en fait, on s'est dit que on pourrait mettre toutes ces proportions, toutes ces dimensions dans Grasshopper, et de pouvoir juste, avec ce logiciel paramétrique, en changeant un slider, passer d'une douche à la baignoire pour arriver jusqu'à une piscine, juste en changeant une valeur.
Et alors, il y a quelqu'un d'autre qui nous a intéressé, c'est Muybridge, le photographe, avec cette idée en fait de mesure et de technologie, où en fait on a voulu revisiter Muybridge avec la Kinect pour pouvoir voir en fait en temps réel et dans un temps T quelle était la distance qu'on parcourait et ces questions de différentes vitesses. Donc là on voit Lex qui fait différentes actions et avec sa trace, cette idée de trace qu'on peut garder en mémoire. Et donc l'idée en fait avec cet exercice et ce qu'on a envie de développer prochainement, c'est parce qu'on s'est dit si on peut garder en fait cette trace en mémoire, si on peut garder toutes ces données, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi prédire et anticiper qu'est-ce qui va se passer après? Donc voilà, encore un autre exemple, on a voulu donc mesurer aussi cette idée d'espace minimum, et donc on a appelé ça le halo, où le halo en fait ça serait cette idée d'aura qu'on a autour de nous, et qui serait à la fois notre espace minimum, et à la fois un espace qu'on pourrait étendre en fonction de nos mouvements. Donc voilà, Lex dans son halo. Ici, cette idée de pouvoir se retrouver avec Stavros dans le même halo. Et en fait, la même chose, si Lex et Stavros ne voulaient pas se retrouver dans le même halo, s'ils décidaient que non, ça c'est mon espace personnel, tu ne rentreras pas. Et donc on a voulu faire la même chose, toujours avec la Kinect, en temps réel, et de pouvoir tester ces choses-là. Et de tester, en fait, ce qui nous intéresse, c'est cette ligne et cette surface qu'il y a entre ces deux halos. Donc voilà une image qui montre cette idée de conflit, parce qu'en faisant cette image avec toute une superposition de halos, on s'est dit mais comment trouver cette limite? Comment on peut négocier cette limite? Et est-ce que c'est quelque chose qui doit être 50-50? Est-ce que c'est est-ce que c'est le plus fort qui gagne, etc. Donc on a voulu continuer à une autre échelle et d'une manière plus abstraite avec cette idée de Packer, toujours avec des modèles interactifs, de voir comment on pouvait travailler avec cette idée de densité et de négociation. Un autre exemple où en fait avec cette idée de social network, de voir avec qui on avait envie, à côté de qui on avait envie d'être, et le fait que par exemple Ricardo puisse aller voir Paola allait influencer toute l'organisation du village. Alors ça c'est un projet de diplôme de Stavros qui fait partie aussi de toute cette recherche Transformer. Et alors Stavros il a voulu pousser cette idée d'outils de mesure et, en temps réel avec la Kinect, et cette idée de halo avec cet espace minimum. Et donc pour faire ça, en fait, il a mesuré, il a mis la Kinect, il a mesuré différentes activités tout au long d'une journée, et de voir en fait comment on pouvait, c'est ce qu'on voit en bas à droite, comment on pouvait avoir cette sorte de verre ou d'intestin qui pourrait grandir au fur et à mesure de la journée et qui pourrait en fait constituer la carte de nos mouvements. Donc en fait visualiser tous nos mouvements. Donc il a voulu tester ça avec, ici on a différents scénarios, différentes situations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a voulu ensuite tester ça avec cette idée d'imprimante 3D, et en se disant qu'on pourrait aussi imprimer en temps réel, en 3D, cette carte de nos mouvements. Donc ici, en se posant la question de densité, basée sur cette idée d'espace minimum, si on peut vivre et évoluer dans ces mouvements, est-ce qu'on peut aussi rétrécir? Donc voilà, ici on voit Stavros en pleine action avec sa Kinect et son verre. Donc on a voulu continuer et en fait revenir, alors toujours avec cette idée d'approche digitale, de mêler cette approche digitale avec une approche analogique, et de faire en fait différents tests. Donc on a fait un premier workshop où en fait on a voulu seulement avec les matériaux qu'on avait à disposition chez nous, des matériaux physiques, comment on pouvait simuler cette idée d'environnement transformable.
Donc ici, par exemple, avec ces petites billes de polystyrène et du savon qui permettaient aux billes de se coller entre elles, et avec un sèche-cheveux, de pouvoir pousser ces masses et de pouvoir éventuellement générer des colonnes ou encore des arcs, comme on voit ici. Alors on a voulu aussi, parce que ça c'est quelque chose qui est difficile de mesurer avec les outils digitales, c'est cette idée de confort en fait et de sensation et de perception qu'on a dans cet espace minimum. C'est-à-dire que si on a notre espace minimum, notre halo qui se trouve à 30 ou à 10 cm de notre visage, quelle sensation on peut avoir. Donc on a voulu faire un gonflable pour pouvoir tester ça. Sur ça c'est un test aussi sur cette idée de mémoire des matériaux, donc toujours avec les billes de polystyrène et un sac plastique, où en fait, avec un aspirateur, on pouvait aspirer l'air et fermer le bouchon, et du coup, ce fauteuil, ce sac, devenait un fauteuil et devenait rigide. Et ensuite, en réouvrant le bouchon, en réinjectant un peu d'air, on pouvait le transformer, et ainsi de suite. Donc on a continué avec un autre studio, qui est Transformer Installations, où en fait les étudiants, ils ont construit, ils ont conçu dans ce projet cette machine qui permettait en fait de contrôler la quantité d'air qu'on injectait pour changer ces gonflables et pour pouvoir tester cette idée de négociation et de stabilité. Un autre exemple ici avec cette idée toujours de perception en fait d'un environnement transformable, avec cette idée de lumière, où en fait ces deux étudiants pouvaient interagir et échanger différents patterns et avoir cette idée d'être à l'intérieur d'un espace, à l'extérieur d'un espace, ou de donner des qualités à cet espace à travers la couleur, comme cette sensation d'être dans un espace chaud ou froid. Et voilà. Un autre projet avec un sol en éponge où en fait, pareil avec une pompe à air, ça permettait de changer la taille, de changer la rigidité aussi de ce plancher et donner différentes configurations. Ça, c'est un premier modèle à une plus petite échelle, mais avec cette idée qu'on pourrait avoir ça sur le plancher et sur le plafond pour pouvoir ensuite changer la disposition et les partitions de cette pièce. Un autre groupe d'étudiants avait voulu travailler sur cette idée de drone, en spéculant sur cette idée que les drones pourraient bientôt nous porter et nous supporter, et se reconfigurer pour pouvoir ensuite, comme une sorte d'essaim d'abeilles, pouvoir composer ces espaces et se reconfigurer. Un autre exemple avec cette idée d'espace élastique, toujours avec ces modèles interactifs où on pouvait, par nos mouvements, changer la configuration de ces espaces, et tester différents degrés d'élasticité. Un dernier projet qui a été un projet assez intéressant qui s'appelle le Magic Carpet, donc tapis magique, avec cette idée qu'on pourrait avoir ce tapis qui pourrait se reconfigurer, former une table, former un canapé, devenir plat, qu'on pourrait éventuellement mettre dans son sac, etc. Donc le making-of, où on voit tous les étudiants à mettre avec les billes de polystyrène partout et les moteurs, à connecter les moteurs et compagnie, et l'exposition. Et alors ça nous a amené à un autre projet, c'est Magic Carpet qui a fait le lien aussi avec ce projet, en utilisant le matériau, le feutre, où en fait c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec l'université de KTH de Stockholm, dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle ICT Lab, où en fait on nous a demandé de travailler sur l'idée de mediating presence. Donc mediating presence, c'est cette idée de pouvoir communiquer à distance, comme par exemple ce qu'on connaît aujourd'hui avec les vidéoconférences, ou par exemple avec Skype, et comment on pouvait intégrer l'architecture dans ces processus de communication à distance. Et alors on a commencé à petit avec ces prototypes, avec ces petits prototypes, où en fait ça permettait, on arrivait à envoyer un signal et d'avoir une interaction entre deux utilisateurs à distance, avec cette idée d'interaction
au niveau visuel, mais puis aussi au niveau de toucher, où on sentait que quelqu'un voulait nous dire quelque chose. Donc on a utilisé Arduino pour ça, avec un prototype assez simple, avec 4 petits moteurs, des points de contrôle sur le feutre et ce panneau de feutre, et de voir en fait qu'on arrivait à obtenir, des formes qui étaient assez significatives et qui exprimaient différentes émotions, différents messages. Donc on a voulu tester tous ces différents patterns pour voir quel type de message, quel type de relation on pouvait avoir à travers ce panneau de feutre. Donc on a testé aussi toujours avec la Kinect de voir si ce panneau pouvait nous suivre par exemple et nous regarder en fonction de là où on était dans la salle. On a testé ça aussi avec le son, de voir qui parlait, et pareil le panneau pourrait regarder qui est en train de parler. Et on a voulu tester ça à plus grande échelle, avec cette idée de développer un mur interactif qui pourrait communiquer ce qui se passe dans un bureau, par exemple entre Delft et Stockholm. Alors on a développé ces différents panneaux qui en fait, avec plusieurs moteurs, toute une série de moteurs derrière, pouvaient respirer et traduire l'activité qu'il y avait dans ce bureau à Stockholm. Donc s'il respirait très doucement, c'est-à-dire que c'était calme, et puis d'un coup, s'il y avait beaucoup d'activité, ce panneau de feutre se mettait à s'énerver. Ici, voilà, on voit ce qu'il y a derrière avec ces prototypes. Donc le making of. Alors on s'est bien amusé à connecter tous ces moteurs, ce feutre et tout ça. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'on a eu des problèmes avec des problèmes de voltage, des problèmes de câbles qui brûlent, de câbles qui parce que c'est vraiment on essayait et puis on revenait, on rectifiait, etc. Et donc voilà. Ça m'a donné des grands moments de solitude, comme vous pouvez le voir, mais aussi des moments de joie, de voir ce mur finalement fonctionner, et voilà. Donc ces projets, on est en train de les regrouper dans une publication qu'on va finaliser et qui devrait paraître au mois de mai. Alors, un dernier projet qui s'appelle EgoCity. Avant de vous présenter ce projet de EgoCity, je vais vous présenter brièvement un projet de diplôme, parce que ça fait vraiment le lien avec ce projet. Et donc, une partie de ce projet de diplôme qui s'appelle Adaptive Dream Home. Donc, c'est Jason qui a fait ce diplôme. Et en fait, il s'est intéressé à l'idée de la maison de nos rêves, donc de Dream House. Et il s'est intéressé à cette idée à travers les médias sociaux. Donc, comme par exemple en se focalisant sur Pinterest. Et donc, ce qu'il a fait, il a suivi pendant presque pas loin d'un an, il a suivi des différents utilisateurs qui avaient, pas des utilisateurs complètement au pif, mais des utilisateurs qui avaient un dossier la maison de mes rêves. Et donc Pinterest, c'est des utilisateurs qui like et qui composent toute une collection d'images. Et donc il a regardé en fait cette collection d'images qui est exprimée, que les utilisateurs likaient et qui exprimait en fait la maison de leurs rêves. Donc il a fait ça en essayant de les catégorisant en fonction des différents éléments de la maison, par exemple la salle de bain, le living room, etc. Et alors, ce qu'il a fait, ce qu'il avait en tête, c'était de réaliser un software, d'automatiser ce process, qui serait en fait capable de compter et d'indexer ces images à partir de mots-clés, et de compter en fait leur récurrence, de voir quelle était l'importance de la salle de bain, par exemple, pour cet utilisateur. Donc, malheureusement, il n'a pas pu automatiser ce process, donc il a compté, je crois, pas loin de 4 ou entre 1000 et 4000 images. Mais ça, voilà. Donc il a pu en fait constituer ces profils d'utilisateurs. On a masqué leur visage et leur nom parce que tous ces utilisateurs ne savent pas du tout que Jason les a suivis pendant presque une année.
Et alors, il a développé une autre méthode de production en fait d'images, en essayant avec cette idée de pouvoir donner aux utilisateurs une idée de ce que pourrait être leur Dreamhouse. Il avait toujours cette idée d'automatiser ce process. Et donc là, il a utilisé Photoshop et de pouvoir superposer ces images et de changer le degré d'opacité de ces images en fonction de l'importance de ces images et des éléments de cette maison. Et donc ça a donné toute une collection d'images. Et c'est ça en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est dans cette idée d'automatiser les process, ce qu'il n'a pas eu le temps ou réussi à faire. C'est cette idée en fait que l'architecte pourrait presque devenir spectateur de ce processus, simple spectateur, et non plus intervenir en dessinant la maison. Donc c'est quelque chose qu'il a voulu questionner à travers ce projet. Donc le dernier projet, Ego City, où en fait on a voulu continuer ce qu'avait fait Jason avec cette idée de Dreamhouse, et on a voulu le faire en comparant cette idée de Dreamhouse avec cette idée de densité. Donc ça c'est un studio de Master 1 qu'on vient de terminer lundi dernier, et que je vais vous présenter brièvement. Alors, l'idée d'Ego City, en fait, c'est de partir des désirs de chacun pour pouvoir développer en fait un urbanisme ou une architecture qui serait basée sur les désirs de chacun. Avec cette hypothèse qu'on n'aurait pas de gouvernement, pas de compromis, pas de législation, seulement des égos. Donc c'est ce qu'on a voulu tester avec un groupe de 17 étudiants, donc 17 architectes, qui ont défini un catalogue avec des potentiels clients, où ils ont défini en fait des personnalités, 17 égos, avec des personnalités très diverses et des personnalités assez fortes. Donc en fait, ils ont voulu, on a essayé de mesurer cet ego en termes d'espace, et on a essayé de le faire avec cette formule d'opposer l'espace qu'on désirait, l'espace dont on avait réellement besoin. Et alors ils ont réintroduit cette idée de voxel qu'on avait développée avec Porosity, afin de pouvoir rendre ces éléments, que ce soit les désirs et les besoins, comparables, et de pouvoir voir quel était l'espace minimum et le fait qu'on avait besoin de deux voxels si on voulait se tenir debout. Alors, ça nous a permis de calculer en nombre de voxels quel était le volume minimum de nos besoins, par exemple, combien de voxels occupait la salle de bain, la cuisine, les toilettes, etc. Et de faire la même chose pour les désirs, avec toute cette collection, ce catalogue de désirs et de rêves très diverses. Et alors, on a essayé de tester différentes densités, pour introduire cette idée d'ego et de désir dans une condition urbaine et pour voir jusqu'où on pouvait aller. Donc pour faire ça, ils ont analysé différentes densités en les comparant et donc ils ont choisi de choisir une densité intermédiaire qui est la densité de Boston. Et alors ils ont défini cette enveloppe, cette barre, où en fait c'est là que ça devient intéressant, c'est quand on met ces 17 égos avec leurs désirs en termes d'espace dans cette enveloppe qui ne peut pas contenir tous ces désirs et tous ces égos. Donc c'est là où il y a cette idée de conflit qui intervient, de conflit entre voisinage, et donc ils ont travaillé sur cette idée de comment surpasser ces conflits. Donc avec différentes hypothèses, de voir si on pouvait en fait faire des compromis à travers la discussion et avoir des situations de gagnant-gagnant, ou sinon s'il fallait se battre et il y avait forcément des gagnants et des perdants, ou encore une situation complètement anarchiste où ça devenait le chaos, et cette idée finalement de jeu qu'ils ont voulu explorer. Et donc, ils ont voulu développer un jeu vidéo pour cette idée de négociation et de conflit.
Alors pourquoi un jeu vidéo? D'abord, c'est cette idée de pouvoir abstraire en fait ces conflits. C'est cette idée aussi de pouvoir jouer à 17 en temps réel et tous ensemble pour pouvoir tester ces conflits. C'est aussi cette idée d'approche spatiale et immersive du jeu vidéo et à la fois ce côté récréatif et pédagogique. Et donc ils ont développé ce jeu vidéo en utilisant Rhino et Grasshopper, qui est un jeu où on peut jouer à 17 en temps réel. Alors, qui joue le jeu? C'est ces 17 clients qu'ils avaient définis avec leur maison de leur rêve. Donc on a différents clients, des Desperate Housewives, avec son toit en pente, elle a une fascination pour son toit en pente, ou encore on a eu les montagnes russes, quelqu'un qui voulait absolument vivre dans une montagne russe, ou encore le collectionneur maniaque qui collectionne des livres et qui veut vivre dans sa collection, ou encore l'athlète Usain Bolt, qui voulait absolument sa piscine et puis son garage pour ses voitures, ou encore Kevin McAllister, qui veut jouer, et notre préféré, qui est le Dude de The Big Lebowski. Et donc le Dude, on va le prendre comme exemple pour voir en fait comment les étudiants ont voulu traduire, analyser cette personnalité et traduire en Dreamhouse cette personnalité. Donc vous le connaissez, si vous avez vu le film, quelque part c'est le personnage le plus paresseux du monde et il a besoin, ce qu'il désire, c'est pas grand chose, c'est juste avoir un ascenseur chez lui parce qu'il est paresseux et qu'il veut pas faire beaucoup de mouvements et une allée de bowling pour jouer au bowling. Alors ça, comment ils ont défini ça? Ils ont défini ça avec une analyse, en essayant de voir quel était ce personnage, en regardant le film, en essayant de noter aussi combien de secondes, combien de minutes et combien du film il était assis dans cette position, combien de minutes il jouait au bowling, pour pouvoir voir ces différents éléments en faisant une analyse de personnalité et de pouvoir lui proposer et traduire tous ces éléments dans une Dreamhouse. Alors, maintenant qu'il y avait la maison de tous ces égos, de tous ces clients, les étudiants ont voulu développer en fait 4 différentes stratégies de jeu, 4 différents types de jeux, où chaque jeu se focaliserait sur un aspect urbain ou social, ou encore économique ou législatif. Donc je ne vais pas vous montrer les 4 jeux, je vais vous montrer un exemple qui est les The Blind Game, qui est basé en fait sur l'idée qu'on joue sans voir ce que nos voisins font. Donc c'est-à-dire on essaye de placer. Voilà. Ici le Dude va nous expliquer comment on joue au blind game et comment il construit sa maison. Alors ils ont fait cette idée d'interface. Je vous montrerai après comment c'est vraiment. Mais cette idée qu'on puisse en fait choisir notre joueur et de choisir le mode de jeu et ensuite de pouvoir placer les besoins de ce joueur et de pouvoir ensuite placer ses désirs. Donc là on va voir comment le Dude va pouvoir s'en sortir avec sa bowling alley, parce qu'il voit pas en fait ici, il voit pas ce que les autres font, il sent seulement qu'il peut pas utiliser ses voxels. Donc on voit qu'il a réussi quand même, dans son dernier mouvement, comme il nous dit, à mettre sa bowling alley, et qu'il a réussi finalement à mettre aussi ses toilettes. Donc voilà. Alors voilà les 17 joueurs qui jouent en temps réel, ensemble. Et alors comment ils ont joué? Ça c'est plutôt l'interface qu'ils utilisaient, donc basée sur Rhino et Grasshopper. Où en fait voilà ils placent leur voxel et en fait ça a été cette idée de jeu, ça a été parce que là ça paraît un peu abstrait, mais je suis arrivé un matin et il y avait ces 17 étudiants qui étaient en train de jouer en temps réel, en train de crier, en train d'hurler et ils criaient ah ma salle de bain, ah tu m'as pris ma bowling alley, en parlant d'éléments de programme en fait. C'est des choses qu'on voit pas ici.
mais eux avaient en tête, parce qu'ils avaient travaillé sur leur Dreamhouse avant, donc ils savaient pourquoi ils se battaient et qu'est-ce qu'ils cherchaient et qu'est-ce qu'ils étaient en train de placer à ce moment précis. Donc voilà, donc le jeu est terminé, game over, et on obtient ensuite un score qui correspond au degré de satisfaction de chaque joueur, de chacun. Donc ici, on peut voir que le Dude, il est 13e, il a obtenu un pourcentage de satisfaction de 51%, donc c'est pas top, et on va voir pourquoi. Et donc ils ont fait aussi, pour chaque jeu et pour ce jeu-là, ils ont voulu voir un pourcentage de satisfaction moyen. Donc ici, pour ce jeu, le pourcentage de satisfaction moyen est de 75%. Donc on voit ici l'allée de bowling. Et alors comment ils ont établi calculé ce pourcentage? Ils sont basés sur différents paramètres, comme par exemple le volume, la forme, voir si le résultat correspondait à la forme initiale, voir la position dans cette barre aussi, si ça correspondait à ce qu'ils voulaient, en fonction de si par exemple un utilisateur voulait une vue et voulait être en haut, et qu'il se retrouvait en bas, alors peut-être que sa satisfaction allait être diminuée. Et aussi des idées de dimension. Donc ils ont développé un petit plugin pour pouvoir évaluer ça, évaluer ces résultats, et de pouvoir en fait personnaliser, c'est-à-dire que pour chaque utilisateur, par exemple, le volume va être plus important que la forme, ou vice-versa. Et donc on voit le résultat entre la Dreamhouse initiale et ce qu'il a obtenu après ce jeu, où en fait il est qu'à moitié satisfait, parce qu'il a presque la moitié de volume, mais il arrive quand même à avoir son ascenseur et son allée de bowling. Et donc ça nous a permis de comparer en fait tous ces degrés de satisfaction des différents joueurs, et de se poser la question, de voir s'il y avait des perdants ou s'il y avait des gagnants, et aussi de questionner, de voir comment ça se fait, pourquoi, peut-être pas dans ce jeu, mais on a eu des résultats comme 150% de satisfaction pour certains et 32% pour d'autres. Et de voir comment on pouvait en fait challenger cet aspect. Alors voilà des typologies en fait de résultats après le jeu, toujours avec des éléments de programme, après le processus de négociation. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est de voir l'émergence de ces typologies, qui sont des typologies qu'on n'aurait pas imaginées avant, et de voir ensuite comment ces typologies s'imbriquaient les unes les autres, et comment ils cohabitaient ensemble, en voyant en fait tous ces contours de typologie qui révélaient qui étaient le témoin de ce processus de négociation à travers le jeu vidéo. Donc avec toutes nos différentes personnalités qui cohabitent. Et donc voilà, ça nous a donné toute cette série de typologies qu'on a regroupées dans un catalogue, et qu'on a ensuite essayé de comprendre, de catégoriser, de voir en fonction de leurs désirs, ou en fonction de leur stratégie, de la manière dont ils ont joué dans le jeu, comment tout un groupe d'utilisateurs peut obtenir des typologies horizontales ou verticales, ou les deux, ou des typologies imbriquées, ou pourquoi ils s'éclataient à un certain moment, etc. Et donc la prochaine étape pour ce projet, c'est de pouvoir en fait développer une plateforme en ligne, pour reprendre cette idée entre clients et maison de nos rêves, et de pouvoir ensuite développer cette plateforme avec une interface pour utilisateurs, de développer et de consolider toute cette idée de différents jeux, de différentes stratégies, de les tester dans différents contextes. Donc là, on l'a testé dans cette enveloppe, mais on pourrait le tester dans une enveloppe encore plus petite, encore plus dense, pour voir quels seraient les résultats, et si le degré de satisfaction pourrait être le même. On voudrait aussi approfondir cette idée d'évaluation et de score, et collecter en fait avec cette idée de typologie, collecter toutes ces données pour pouvoir ensuite les analyser et continuer avec ça. D'ajouter cette idée d'accessibilité, de distribution, d'infrastructure par exemple, et
aussi de voir le processus de construction, et voilà, et tout ça, en fait, de le mettre dans un même outil. Donc là, on voit aussi les différents acteurs du projet, les différentes personnes dont on aurait besoin pour travailler sur cette idée. Et pour pouvoir, en fait, voilà, développer à la fois cet outil, ce jeu vidéo, et à la fois pour pouvoir travailler sur des potentielles applications sur des sites précis. Donc voilà, ça nous a permis en fait de tester cette idée de jeu vidéo en tant que processus de projet en architecture comme un élément valable. Ça nous a permis aussi de tester, d'expérimenter ces nouveaux processus et donc d'avoir cette idée d'outil participatif où tous les étudiants pourraient à la fois apprendre ensemble et puis pour nous comme un outil de recherche. Donc voilà, ça a été un groupe exceptionnel en fait dans la façon dont ils ont travaillé tous ensemble. Le studio le titre du studio était Ego City, et c'est vraiment un studio où il n'y a eu aucun ego et au contraire tout un groupe qui a travaillé ensemble. Mais donc cette idée qu'ils ont pu faire de Ego City en fait un We Go City ensemble. Et donc voilà, c'est ce qu'on veut développer dans un prochain studio de diplôme, cette fois en septembre prochain. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Très bien. Alors, je crois que le micro, vous avez l'exemple parce que le micro. La plupart des logiciels que vous avez montrés, genre HelloMaker ou les trucs de Voxel, est-ce qu'ils sont disponibles est-ce que nous on peut les prendre? Pas encore, non. Mais c'est des choses qu'on aimerait bien en fait attacher à cette publication Transformer, de pouvoir avoir la possibilité de télécharger ces applications, ces définitions. Et en fait, on a aussi cette idée avec ces outils, de travailler sur cette idée d'outils qui pourrait être appliquée à d'autres projets aussi. C'est-à-dire que, par exemple, cette idée de packer, pour des idées de densité et de négociation, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser dans un autre projet. Et on l'a vu aussi avec cette idée de voxel qu'on avait développée dans Porosity et qu'on a finalement réutilisée dans Ego City. Donc il y a cette idée, mais pas encore. Voilà, ouais, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu voir cet après-midi deux projets de l'atelier densité complexe, parce que vraiment, je trouve que ça fait écho avec certains projets, par exemple avec Ego City, et je suis très curieux de voir les deux autres projets demain matin. Donc voilà, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir en fait sur certains aspects de cette conférence demain dans le jeu. Alors, moi, j'ai faire une petite remarque. J'ai le sentiment que le travail effectivement développé, notamment dans Ego City, ça me parle effectivement par rapport à ce qu'on développe dans l'atelier, mais également par rapport à des procédures aujourd'hui qui se mettent en place en France autour des démarches participatives en habitat et qui font effectivement, je dirais, la part belle aux égaux et qui ont aussi du mal de faire advenir des projets qui, d'un point de vue architectural, je dirais, portent à la fois l'enjeu du sur-mesure, c'est-à-dire comment habiter dans une dimension collective tout en ayant la possibilité finalement de
faire valoir ses propres désirs. Je crois qu'il y a vraiment cet enjeu qui est, je dirais, développé dans votre approche. Et je me posais la question de comment finalement pouvoir utiliser ces outils dans le cadre de démarches participatives. Personnellement, mon agence a développé plusieurs projets dans ce cadre-là en faisant appel à des outils assez conventionnels. Et je crois qu'aujourd'hui, on aurait bien besoin de ces outils-là pour réussir à faire advenir rapidement des visualisations pour, je dirais, des non-sachants, des monsieur tout le monde qui peut-être n'ont pas la capacité à se projeter, tout en ayant quelque part dans leur mental une représentation de cette maison rêvée. Mmh. Pour nous, c'est vrai que et pour eux, pour les étudiants, cette idée de jeu vidéo, en fait, de jeu interactif, où ils pouvaient vraiment se retrouver à 17 et de manière très intuitive, négocier de manière presque primaire quelque part, pour essayer de se battre pour placer leurs besoins et leurs désirs en termes d'espace. Ça a été vraiment une approche très, très libératrice et ça nous a beaucoup plu parce que aussi en termes de... Là, c'est plus sur le côté pédagogique, en termes de participation, pour cette idée de cohésion de groupe, le fait que tous ces étudiants ont travaillé ensemble parce qu'ils ont travaillé et ils ont à la fois joué ensemble dans ce studio de projet. Donc je pense que de développer des outils, de développer à travers aussi les médias, les nouveaux médias, de pouvoir développer ces outils pour inviter les gens à participer est très intéressante. Ouais. C'est pas vraiment par rapport au design ou à la télé. En fait, je voulais juste savoir les temps consacrés à ces genres de projets par rapport à ce que vous savez. Est-ce que vous savez... Par exemple, pour Ego City, je les voyais 1 jour et demi par semaine. Voilà. Donc eux, après, ils ont commencé le projet en octobre aussi. Donc ils avaient plus tellement de matière parce que toute leur matière quelque part annexe, ils avaient fait ça en septembre et on a commencé mi-octobre et donc ils pouvaient se concentrer sur le projet et c'est vrai ils ont été très très proactifs et ils se sont vraiment ils ont passé beaucoup de temps sur le projet. Ce qui a été super dans ce projet, c'est aussi de voir que chaque étudiant, en fonction de ses capacités techniques ou de son background, a trouvé sa place. Par exemple, il y en avait un qui adorait faire les animations, l'autre qui adorait la maquette physique, l'autre qui était fasciné par Grasshopper et tout ça. Donc chacun a trouvé sa place. L'autre qui a travaillé sur cette idée de livres et de petits booklets pour chaque utilisateur et donc qui a fait un gros travail d'édition là-dedans. Donc ça, c'est ce qui a donné aussi la cohésion de groupe. Voilà. Et quelque part, non, c'est quoi? C'est 1 jour et demi par semaine. Et je crois que les dernières semaines, ils ont beaucoup bossé, mais quelque part, c'est cette force aussi de travailler tous ensemble qui permet d'avoir une maquette, un jeu vidéo, une présentation, un livre, des bouclettes et tout ça. Et encore une question, donc, le diplôme, en fait, c'est quand même un travail, on va dire, individuel. Et par contre, le diplôme, c'est un travail individuel, mais qui se passe, en fait, en général, on a un studio de diplôme avec un sujet, et les étudiants travaillent ce sujet. Après, ils peuvent se l'approprier de différentes manières. Et voilà, par exemple, Stavros et Jason étaient dans le même projet, mais ils ont fait 2 projets assez différents quelque part. J'ai envie de dire merci pour cette démonstration, parce que je trouve que c'est très impressionnant de voir en fait partir de, je dirais, l'approche au départ assez une grande rigueur dans le travail et autour de cette rigueur, il y a une sorte de potentiel qui se dégage qui est très impressionnant et ça je trouve que c'est bien, c'est-à-dire que les choses
comment dire, une pédagogie cadrée. Elle ne fabrique pas forcément une homogénéité, mais là, c'est la démonstration qu'il y a une inventivité dans le résultat quoi, que je trouve vraiment très intéressant. Et c'est vrai qu'on a on a ce souci d'avoir une approche assez cadrée et systématique pour pouvoir comparer. Et dans ce cadre-là, alors parfois les étudiants, leur première sensation c'est mais c'est trop cadré, vous voulez qu'on fasse tous la même chose. Mais après ils se rendent compte que dans ce cadre-là, c'est ce qui nous permet de prendre des risques, c'est ce qui nous permet d'explorer, c'est ce qui nous permet de pousser des scénarios à l'extrême en ayant ce cadre qui permet d'avoir ce caractère collectif et comparable de leur production. Le sujet de départ finalement de ce semestre, c'était pratiquement un mot en fait, Ouais. le principe d'Egocity, et après, à travers ce mot, les étudiants finalement se sont appropriés le sujet pour interpréter et développer. C'est vrai qu'on avait, ouais, c'est vrai qu'on est parti de ce mot. Qu'est-ce que c'est Egocity et comment Egocity en essayant de défier cette idée de maximum, désir maximum versus densité maximum. Alors on n'a pas fait la densité maximum, mais il y avait cette hypothèse-là. Et donc nous, on avait toute une structure avec aussi cette idée d'outils, qu'à un moment on allait développer des outils. Et les étudiants, au fur et à mesure du semestre, développaient et précisaient le brief en fait du studio. Et donc voilà, donc ils ont été aussi, ils ont fait partie intégrante donc, quelque part c'était cadré, mais quelque part ils avaient aussi beaucoup de flexibilité dans ce qu'ils pouvaient faire. C'est finalement le rendu très graphique et très simple à comprendre et très bien organisé. C'était leur volonté quand même, avant que ça ait été dans le programme de base du studio, d'avoir quelque chose qui puisse être distribué partout et compris par tous. Ou alors c'était justement une volonté. Nous déjà, il fallait qu'on arrive à comprendre, donc c'est vrai que ce côté en fait assez clair de la présentation et assez direct. Nous, c'est quelque chose qu'on leur demandait de clarifier tout ce qu'ils faisaient, de nous expliquer avec des mots simples, et eux, ça leur permettait aussi de comprendre ce qu'ils étaient en train de faire sans partir dans tous les sens. Donc c'est vrai que ce côté aussi simple et de pouvoir expliquer clairement fait partie aussi du studio. Ce que je trouve aussi très, très intéressant, c'est cette préoccupation pour l'ergonomie, c'est-à-dire finalement, d'un côté, la réflexion sur la ville, ces data, et ces quantités de données qui peuvent finalement nous éloigner des préoccupations, on va dire, de l'homme en tant que corps, en tant qu'être vivant. Et là, d'un coup, dans vos préoccupations, l'homme redevient aussi moteur du projet. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors évidemment, il y a une approche informatique qui vient, je dirais, enrichir une approche qui pourrait être purement ergonomique au sens un peu physiologique, mais pas loin. Et je dirais de nouveau, le travail sur le corps devient finalement pour vous le moyen de réinterroger la ville, mais en partant plutôt de la petite cellule, on va dire, de la poche habitable pour l'humain et d'aller finalement vers la ville en commençant par le fragment. Ouais. Ça renvoie, je dirais, un questionnement que nous partageons aussi. Ne jamais perdre, je dirais, la dimension de l'homme dans un projet, quelle que soit sa densité et sa dimension. Exactement. Et quelque part, ça nous a permis aussi de re-questionner tout ça, de re-questionner des standards aussi, et de voir, alors, si on a notre espace minimum, alors comment on fait pour respirer, comment on fait pour voir, et d'ajouter, d'essayer de comprendre ces paramètres de confort, de sécurité, comment ça se passait étape par étape. Ça, c'est pour le projet Transformer, en fait. Et c'est vrai que aussi de travailler sur l'animation et la modélisation de cette animation, ça a été,
c'est toujours fascinant de voir qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, et de travailler aussi en quatre dimensions. Ça, c'est quelque chose. Personnellement, j'ai le sentiment que dans les écoles d'architecture, on oublie souvent de partir du corps. Et on est tout de suite happé par l'espace, par sa formalisation, par ses principes constructifs, par peut-être aussi un intérêt pour l'architecture pour elle-même. Et finalement, ce questionnement de base n'est pas toujours présent dans l'enseignement. Et je dirais que personnellement, j'aimerais bien que ce soit présent dans la formation, notamment la formation initiale de licence. Peut-être que c'est le côté interdisciplinaire qui devrait toujours être plus présent, en fait, de pouvoir s'inspirer, discuter, travailler avec d'autres disciplines. Par exemple, c'est vrai que la Kinect, de le faire avec des danseurs, ça pourrait être assez intéressant de voir Transformer avec des danseurs. Donc ce côté interdisciplinaire, c'est vrai que je pense qu'il a toute sa raison d'être en première année d'architecture et tout ça. Et c'est des choses qu'on fait peut-être pas assez, et voilà. Qui sont peut-être à faire dans le cadre de workshop, en tout cas d'une façon en parallèle de toutes les autres questions que se posent l'architecte et les étudiants d'architecture. D'autres questions? Merci Adrien pour Merci. cette très belle présentation. Donc on se retrouve nous demain. On se retrouve demain. Avec le Master 1 et puis l'après-midi avec le Master 2 en complexité. Merci à tout le monde. Merci à tous.